à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle quotidienne. Au programme de l'émission, nous parlerons tatouage. Ce sera avec Duke dans la chronique C'est bien de chez nous. Puis Marie-Hélène nous en dira plus sur le métier de guide touristique dans la chronique Job et éducation. Pour le fin bon du jour, une recette bien originale, le tartare de thon et d'huîtres. Et puis nous finirons avec un massage bien de chez nous avec Anna dans On s'occupe de vous. Mais avant, je reçois notre invité du jour. Je reçois aujourd'hui Monsieur Kamali Fitialeata. Vous êtes donc le sélectionneur des moins de 17 ans pour la sélection calédonienne. Bonjour. C'est ça. Bonjour. Alors, vous revenez actuellement d'une belle performance aux îles Samoa. Vous et vos protégés donc, aviez été éliminés en demi-finale face à l'éternel rival tahitien. Encore une fois, la Calédonie a donc frôlé une participation à une Coupe du Monde. Qu'est-ce qui a manqué aux jeunes Kagou ? Pour nous, pour cette sélection, ce qui a manqué exactement, c'est des matchs de préparation qui donnent cette rigueur et cette opportunité de pouvoir faire nos réglages les uns avec les autres, en sachant que ces jeunes viennent de différents clubs. Oui. Match de compétition avec contexte compétition, ça pourrait tout à fait nous convenir et nous mieux préparer pour une prochaine éventualité éliminatoire pour la Coupe du Monde. D'accord. Alors quels sont les moyens justement qui sont donnés aux jeunes sélections pour préparer ce genre de compétition ? Une question très difficile à... On peut comparer par exemple aux équipes rivales, comment elles se sont préparées ? Par exemple, pour Tahiti, ils ont eu la possibilité de se préparer pendant une année entière et de pouvoir évoluer et de jouer des matchs avec leur Super League, ce qui ne nous est pas permis encore de le faire ici. Donc on a encore un peu de mal à faire adhérer tout le monde dans ce sens, sans doute dû à la protection encore des joueurs par rapport au club, etc. C'est un respect, on est obligé de respecter cela parce que les joueurs viennent de différents clubs. Donc voilà. C'est le club avant tout ? Pour certains, c'est le club avant tout, ce qui est un peu difficile parce qu'après le jeune est au milieu de ça. Et, on ne peut pas nous jouer avec le jeune, hein, oui. Donc on le laisse d'abord dans son rôle, on respecte, puis on respecte le club aussi. Donc le jour où les clubs pourront s'associer réellement à ce projet, et on pourrait faire, je pense, quelque chose d'énorme par rapport, comme les Tahitiens. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour que la Calédonie puisse un jour battre Tahiti et la Nouvelle-Zélande aux qualifications d'un mondial ? Eh bien que les projets techniques qui sont mis en place par le département technique de la fédération puissent voir le jour. Et pouvoir être accepté par tous, et puis que tout le monde pense la même chose. En fin de compte, la fédération n'est que le suivi un peu le bras lent de le travail de tous les clubs, de toutes les équipes. Donc si on arrive à un moment donné à comprendre ça, je pense que ça pourrait le faire. D'accord. Qu'il y ait une continuité, une unité en fait. Voilà, exactement. D'accord. Alors, parlez-nous maintenant de cet effectif, avec donc des joueurs peu connus au départ. Puis finalement, ils ont été révélés comme étant des joueurs sur qui il faudrait compter, en fait, pour assurer l'avenir du football calédonien. Oui, on a eu la possibilité on a eu 32 regroupements quand même. Par rapport à ces 32 regroupements, nous avons vu 42 joueurs. Sur les 42 joueurs, nous avons retenu après 26, sur lesquels on a travaillé les dernières semaines. Et sur les 26 joueurs, on a fini par être 20. Malheureusement, parce que des joueurs n'ont pas pu continuer à suivre notre préparation. Ce qui nous a malheureusement un peu pénalisé, parce qu'on était parti sur un projet de jeu avec ces joueurs majeurs, qui finalement n'ont pas voulu continuer pour des raisons qui leur sont propres. Et donc les dernières semaines, il fallait que je change fusil d'épaule pour pouvoir rebondir sur un autre projet. Donc, je dirais aujourd'hui que par rapport au groupe qu'on a, on a peut-être techniquement, c'était pas le groupe qu'on avait au départ, mais au niveau état d'esprit, ce groupe a démontré un réel
une réelle motivation pour cette phase éliminatoire pour la Coupe du Monde. D'accord, donc quelques imprévus à gérer en fait. Et oui, malheureusement, c'est ça le rôle de l'éducateur et du sélectionneur. Là, il faut s'adapter à tout moment. Alors en 2015, certains joueurs auront 18 ans. Est-ce qu'ils doivent ou pas intégrer la Super League cette année? J'espère pour eux. J'espère pour certains d'entre eux qui méritent réellement leur place. Maintenant, il va falloir le chercher parce que les seniors ne vont pas laisser leur place comme ça, ni les autres jeunes. Donc, mais certains d'entre eux mériteraient largement leur place au milieu des équipes seniors et voire même en Super League. Maintenant, ça dépend de leur propre projet, leur propre projet de vie d'abord à ces garçons, leurs propres envies. Ils ont vécu quelque chose d'énorme et de grand. J'espère qu'ils vont continuer à rêver et de vouloir penser aux futures sélections, les moins de 20 ans qui arrivent dans un an. D'ailleurs, pour beaucoup, c'était leur première compétition internationale. Et oui, pour certains d'entre eux, c'est une première sélection, premier regroupement, première vie en tant que jeune sélectionné au sein d'un groupe avec des rigueurs d'horaire, de jours, de contraintes journaliers, etc. C'est pas facile, c'est pas très facile pour certains d'entre eux parce qu'on n'est pas habitué à recevoir des ordres, à réveiller à telle heure, manger à telle heure, là on est un peu libre chez soi. Mais quand on fait partie d'un groupe et au sein d'une sélection, il y a des petites choses à Donc là, une compétition de niveau international, est-ce qu'ils étaient conscients justement de l'enjeu qu'ils attendaient? Je pense que pas à 100%. C'est peut-être là mon plus grand regret, mais c'est pas de leur faute. Oui. C'est pas de la faute parce que, comme je disais tout à l'heure, les matchs de préparation, les matchs de haut niveau nous ont manqué pour cette préparation, pour être meilleurs dans ce tournoi. Et eux, ils sont là, ils sont disponibles déjà, mais c'est à nous de mettre en place les choses pour que ces gamins puissent se sentir le mieux possible au sein d'une sélection. Voilà. D'accord. Alors, Tahiti, Nouvelle-Zélande, finaliste et donc vainqueur Nouvelle-Zélande, qui représentera donc l'Océanie au prochain mondial des moins de 17 ans. Est-ce que vous avez senti une différence entre notre niveau, le niveau calédonien, et l'état d'esprit de ces deux sélections? Alors, je reviens tout le temps à ce même constat. Maintenant, je ne pense pas qu'il n'y a que moi. Je pense que la plupart des joueurs, la plupart des sélectionnés et des sélectionneurs ont le même constat. On n'est pas passé à grand-chose. Mais malheureusement, ce n'est pas grand-chose. Il semble une marche assez bien élevée. Nous avons, quant à la Nouvelle-Zélande, on perd 5-4. Contre Tahiti, on perd 3-2. Donc, pour des petites erreurs de concentration, mais je le répète, les joueurs, toutes ces choses-là sont réglées que s'ils ont des matchs de préparation, que s'il y a des choses qui sont faites bien en amont pour que ces jeunes puissent trouver ses habitudes, les réflexes, les automatismes les uns avec les autres, c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, on a eu des erreurs défensives qui nous ont pénalisés de cette place en finale, qui malheureusement nous coûte cette place. Et on l'a vu sur le match de poule contre la Nouvelle-Zélande, donc vos protégés ont d'abord mené le jeu, puis ils se sont fait rattraper au score juste après. On a vu donc quelques fébrilités dans la défense, notamment au niveau de la concentration, vous le disiez à l'instant. Est-ce que ce n'est pas justement le plus gros défaut du football calédonien? Je parle de la concentration, de garder le bloc équipe. C'est exactement ce qui nous fait défaut, au moins en sélection jeune. C'est ce niveau concentration qu'on n'a pas l'habitude de maintenir. Je dis souvent aux joueurs qu'un match maintenant ne se joue plus à 90 minutes, mais presque à 95 ou à 98 minutes. Et on demande aux joueurs d'être 98 minutes pleine concentration à 100%. La moindre erreur nous a coûté cher. Mais ces joueurs sont tellement pleins de talent, sont tellement pleins de rebondissements qui peuvent à tout moment changer les choses. Le problème du joueur de nos jeunes joueurs de cette sélection, c'est qu'on était plus dans la réaction que dans l'anticipation. Mais tout ça, je répète, ça se travaille, ça se gagne qu'avec des matchs de préparation, qu'avec une rigueur personnelle. D'accord. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle du poste de sélectionneur, donc votre poste. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir joué au foot, d'avoir été un grand joueur de foot pour pouvoir occuper ce poste? L'histoire nous apprend que c'est pas toujours vrai. Par contre,
Je pense sincèrement qu'il faut avoir joué. Ça aide énormément si on a été sélectionné, si on a participé à des matchs de cette envergure. Voilà, de cette envergure-là et tout ça. Ça apporte beaucoup de choses, un regard différent, mais le poste de joueur et le poste du sélectionneur, c'est des choses complètement différentes parce qu'on ne pense pas la même chose. On ne pense pas individuel, on doit penser collectif, on doit penser sur du long terme, sur un projet pour 20 joueurs. Et c'est pas trop c'est pas la même chose. Par contre, l'expérience personnelle acquise au cours de sa carrière de joueur, ça peut apporter une grande différence. D'accord. Alors, on arrive presque à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez des regrets sur ces qualifications? Oui, par rapport aux résultats, hein, vous l'avez dit que voilà, contre la Nouvelle-Zélande, c'est 4-5, contre Tahiti, c'est 3-2. Oui, parce que même en discutant avec les sélectionneurs, que ce soit de Tahiti ou de Nouvelle-Zélande, on était l'équipe un peu à Cannes, parce que nous, on avait un jeu basé sur l'offensif, un peu foufou, un peu... voilà, et nous, on savait que notre force, il était là. C'est pour ça qu'on admettait qu'on prenait des buts, mais on savait qu'on était capable d'en mettre derrière. Donc, oui, beaucoup de regrets, parce que ces garçons mériteraient de vivre quelque chose encore de plus énorme. Maintenant, je pense qu'ils ont vécu, ils ont vu. J'espère qu'ils vont espérer de revenir dans les prochaines sélections. D'accord. Alors, dans l'actualité du moment, pour Papouasie-Nouvelle-Guinée 2015, ce sont les moins de 23 ans qui participeront donc aux Jeux du Pacifique. Est-ce que vos joueurs ont le niveau pour participer aux Jeux après, on va dire, cette belle performance durant les qualifications du Mondial? Je dirais que l'histoire nous apprend encore une fois de plus que l'âge ne freine pas l'envie ou la participation à un tel tournoi. Je dirais que ça serait très difficile parce que les générations qui sont devant, je pense que les joueurs concernés, ce sont les joueurs nés en 92-93, après en descendant. Il y a déjà d'excellents joueurs à ce niveau-là, à cet âge-là, qui vont faire partie de cette sélection de moins de 23 ans. S'il y aurait sans doute pratiquement sûr, qui pourrait faire partie de ce groupe, maintenant ça dépend du sélectionneur, voire deux. Mais ça ne dépend que d'eux après. L'ambition personnelle peut les pousser, les amener à jouer, pourquoi pas. J'espère pour eux. D'accord. On leur souhaite bon courage en tout cas, et puis à vous aussi, Monsieur Fitialeta. Merci à vous de nous avoir invités et de pouvoir permettre à ces jeunes joueurs de briller, d'avoir suivi ici en Nouvelle-Calédonie au moins. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On passe à l'agenda du pays avec Davina, c'est tout de suite. Salut Davina! Salut Chloé et salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène direction la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le festival du crocodile, donc, qui se déroule dans la province du Sepik, donc, qui tient son nom du fleuve Sepik, tout simplement. C'est une célébration culturelle qui dure pas moins de 3 jours et c'est à l'initiative donc de la WWF, donc la World Wildlife Fund, donc les fonds mondiaux pour la nature, excusez-moi pour l'accent, totalement... à l'ouest aujourd'hui, voilà. C'est tout simplement pour, bien sûr, maintenir les crocodiles dans leur milieu naturel et puis permettre qu'ils restent tranquillement là et que les générations qui suivent sachent que c'est qu'un crocodile, tout simplement. D'accord. Et dans le fleuve de Sepik, on trouve beaucoup de crocodiles? Alors oui, déjà, il faut savoir que le fleuve Sepik, c'est l'un des plus grands fleuves de la région Asie-Pacifique, qui est... pas pollué déjà de une, et c'est l'un des foyers les plus importants de certaines grandes populations de crocodiles d'eau douce et d'eau salée. Donc voilà, dans cette région, donc, les hommes entretiennent une relation particulière avec cet animal, ils le vénèrent. Pour eux, bien, c'est signe de virilité, de force, de puissance, donc il faut en prendre soin, bien sûr. Et d'ailleurs, à cette occasion, pendant le festival, ils vont danser avec des crocodiles pour dire que voilà, ils le vénèrent, etc. Il y a même des scarifications
sur la peau qui se font pendant ce festival, à la peau de pour crocodile. avoir cet effet peau de crocodile, on va dire, tout simplement. Et puis, il y a plusieurs animations autour de ça pour faire connaître un peu les crocodiles de cette région. Il y a aussi, on profite pour préparer des différentes animations. Il y a notamment un défilé avec les différentes robes de la province qui sont mises à l'honneur. Donc voilà, à voir, c'est vraiment un événement assez particulier, mais authentique, on va dire. D'accord, et ça se déroule quand dans l'année? Alors ça se déroule cette année du 5 au 7 août pour ceux qui souhaiteraient y faire un tour, pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, notez les dates. C'est noté, avis aux amateurs. Et pour la suite, on revient chez nous au pays. C'est ça, donc retour au pays, on s'intéresse aux permanences juridiques gratuites pour la semaine prochaine. Donc ça concerne le lundi 9, l'annexe de la province Nord à Pointe-Dimier, donc voilà, de 8h à midi. Ensuite, le centre d'accueil des femmes en difficulté à Témala pour le mardi 10 février, toujours de 8h à midi. Après, le mercredi 11, il y aura aussi donc une permanence du côté de Koné, à la case en face du tribunal, voilà, toujours de 8h à midi. Et enfin, le jeudi 12, ce sera du côté de la mairie de Pointe-Boute, toujours de 8h à midi. D'accord, c'est noté. On poursuit, on continue, on va à Pointe-Dimier. Oui, c'est ça. On va parler donc de la médiathèque de Pointe-Dimier qui réouvrira à partir du 10 février aux heures et jours habituels. Donc, c'est-à-dire mardi et jeudi de midi à 17h, mercredi de 10h à 18h, vendredi de 10h à 17h et samedi de 8h à 11h. Par contre, le nombre de documents empruntables va revenir aussi à la normale. Donc, ça repasse à 5 livres, 3 DVD, 3 CD, 3 revues et 2 livres lus. Bon, ça va, c'est déjà pas mal comme quota C'est pas mal, d'emprunt. c'est vrai. Donc, il faut déjà emprunter tout ça et puis les utiliser, on va dire. Voilà, je voulais aussi expliquer aux plus jeunes comment faire pour s'inscrire au club Livre Mon Ami. Donc, ça concerne en fait les enfants qui sont en CM2 et en 6e qui aiment lire et qui souhaiteraient donc partager un moment avec des jeunes de leur âge autour d'un livre, parler de leur coup de cœur, pardon. Donc pour ceux qui s'en intéressent, il faudrait donc s'inscrire auprès de l'accueil de la médiathèque et puis donner vos coordonnées et prendre note aussi du premier jour de rendez-vous, ce sera donc le 29 avril. Vous avez encore le temps de vous inscrire, mais n'attendez bien sûr pas le dernier moment, voilà. Alors, est-ce que tu as un contact à donner pour ceux qui seraient intéressés? Oui, j'ai le numéro de la médiathèque pour vous, donc le 42 67 00. Et comme je sais que la plupart des jeunes préfèrent donc Facebook, sachez que vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de la médiathèque. Il faudra juste taper Médiathèque du Nord. Voilà. D'accord, alors on quitte Pointe-Dimier pour Nouméa pour l'information qui suit. Oui, c'est ça. Un petit rappel qui a son importance. Ça concerne donc la société Saint-Vincent-de-Paul qui renouvelle son opération la rentrée solidaire, donc, dont on avait déjà parlé. Ça consiste en fait à donner les cartables que vous n'utilisez plus pour que ça serve à d'autres enfants. Et en échange, donc, il vous sera remis un bon de 500 francs pour vous aider à acheter vos affaires aussi. Donc voilà, l'année dernière, ça avait connu un succès qu'ils n'attendaient pas. J'espère que cette année, les parents vont renouveler leur geste de solidarité. Voilà. D'accord, on espère aussi qu'ils seront nombreux à participer. Donc dans les informations pratiques, on va s'intéresser maintenant au système chiffré pour les alertes cycloniques. Petit rappel. Oui, voilà, c'est Ola qui est passé, donc on va essayer de faire en sorte que tout le monde soit au courant de ce que ça signifie. Donc alerte 1, ça signifie que le cyclone sera là dans 18 heures. Il faut commencer donc à se préparer, il faut rentrer à la maison si on est au travail, il faut rejoindre les lieux où on va se mettre à l'abri, tout simplement. L'alerte 2 indique que le cyclone arrive dans moins de 6 heures. Là, il faut se protéger, consolider la maison, enfin voilà, éviter de sortir, tout simplement. Après, il y a une phase de sauvegarde et là, il faudra aussi faire très très attention parce que le cyclone s'éloigne, mais il n'est pas encore assez loin pour qu'on soit hors de danger. Donc, il faut faire très très attention. Voilà, vous êtes parés en cas de cyclone. Merci beaucoup, Davina, pour toutes ces infos. On te retrouve tout à l'heure pour le fin mot. Oui, c'est ça. Merci et à tout à l'heure. Et nous, on rejoint Duke pour C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, alors aujourd'hui on parle de tatouage. Bonjour Chloé, bonjour à vous à la maison. Alors Chloé, le tatouage revêt aujourd'hui encore pour certains peuples un caractère traditionnel, même sacré. Si on veut commencer par parler de l'origine un peu du tatouage, on peut déjà faire référence aux Polynésiens,
Je dis polynésien, mais dans le domaine du tatouage, il faut faire attention à ne pas confondre les tatouages tahitiens et marquisiens, par exemple, parce qu'ils sont très différents, ils ont une histoire aussi différente. Mais il y a une histoire sur l'origine du tatouage, il y a une histoire qui est commune un peu à l'ensemble des îles polynésiennes. Cette histoire nous raconte que, en fait, le tatouage serait né deux fils d'une légende. En fait, c'est deux fils du dieu Taharoa. Et ces deux fils-là, ils tombèrent amoureux de la première, ou plutôt de la fille du premier humain qui est donc arrivé sur Terre. Et puis pour la séduire, ces deux fils du dieu, là, ils se sont mis à se tatouer. Et puis après, on nous raconte que le tatouage aurait été ensuite transmis et puis hérité à leur descendance, quoi. Voilà un petit peu l'origine du tatouage. Mais c'est une pratique qui a failli disparaître, le tatouage, non? C'est vrai que cette pratique, elle fut bannie et puis elle a presque été effacée par la religion chrétienne, là, du côté de chez les Polynésiens. Et on va dire que c'est les Tahitiens ils sont allés chercher chez leurs voisins, chez leurs cousins samoans et tangés un petit peu pour faire renaître cette tradition. Et puis une grosse partie aussi de cette renaissance-là, elle est due au fait que parmi les missionnaires, tous n'étaient pas contre anti-tatouage. D'ailleurs, il y a un missionnaire allemand, je crois, qui avait reproduit des croquis, des schémas qui représentaient à peu près plus de 400 tatouages polynésiens. Et puis sur cette base-là que les Polynésiens, les Tahitiens ont essayé de faire renaître cette tradition. Voilà ce qu'on peut dire, Chloé. Et puis pour la petite parenthèse, là, la tradition, elle a été presque bannie, presque effacée pendant 150 ans. Ah oui. Et ce n'est qu'à partir des années 80 qu'on a essayé là-bas de relancer un peu ça. D'accord. Alors, est-ce que les historiens ont pu fournir une date pour savoir depuis quand les peuples se tatouent? Alors, Chloé, en Europe, on peut remonter avec certitude, on peut remonter jusqu'à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. Ah oui. Oui, on sait ça parce qu'en 1991, des archéologues ont déterré, plutôt, pas déterré, mais ils ont trouvé une momie, sous les glaces des Alpes, des Alpes italiennes. Et puis sur cette momie-là, ils se sont rendus compte que ses bras étaient tatoués. Ils ont trouvé des motifs tels que des croix et puis des traits sur ses bras et un petit peu partout sur le corps. Cette momie-là, elle est connue dans le monde du tatouage. Et puis les archéologues lui ont donné le nom de Otzi. D'accord. Voilà un peu pour la petite histoire. 5000 ans avant Jésus-Christ, aussi vieux que ça. C'est ça. Et puis il y a un autre peuple qui est aussi bien connu pour sa tradition du tatouage, c'est le peuple maori. C'est vrai, Chloé. Alors, chez de nombreux peuples, comme chez les Maoris en Nouvelle-Zélande, le tatouage est un rite, Chloé, qui remonte loin dans leur genèse. Chez eux, chez les Maoris, la partie la plus sacrée du corps humain, c'est la tête. Et chez eux, ils ont une tradition de tatouage facial, on va dire ça comme ça, qu'ils appellent le moko. Et puis voilà, du coup, comme la tête, c'est la partie la plus sacrée c'est pour ça qu'ils se faisaient. C'est pour ça qu'ils se tatouent. Et puis il y a des motifs, il y a des rites spéciaux qui font que le moko est une tradition un petit peu plus sacrée que les autres types de tatouages. On peut dire ça comme ça. C'est un peu confus, mais voilà. Ça me rappelle qu'il y a 2 ans de ça, je crois, il y a eu plus de 20 têtes tatouées de guerriers maoris qui ont été restituées par un musée de France au peuple maori en Nouvelle-Zélande. C'est vrai, Chloé. Alors, tu sais, Chloé, pendant des années, les têtes tatouées de guerriers maoris se vendaient ou s'échangeaient contre des armes. Alors, les marchands britanniques revendaient ces têtes à prix d'or aux collectionneurs et même à des particuliers du monde entier qui les exposaient dans leurs salons, Chloé. Oh là là. C'est un peu macabre. Alors, ce n'est qu'à la fin des années, ou plutôt en 1831, que cette pratique, ou plutôt que ce commerce un petit peu macabre a cessé. Ce trafic, il a été interdit par le gouvernement britannique. Et puis, voilà, il y a des petites anecdotes qui nous disent que ce trafic-là aurait cessé parce que les chefs maoris se mettaient à vendre
non seulement les têtes de guerriers qu'ils avaient tués en combat, mais ils se mettaient à tuer des gens juste pour leur tête, et sans forcément que ce soit des guerres, des conflits entre les tribus. C'est ça. D'accord, mais ça craint un petit peu. Alors ici au pays, on n'a jamais eu de pratique de tatouage, non? Et ici, oui, tu te trompes. Alors dans certaines régions du nord-est, je crois, du pays, on sait qu'il y a certains clans là, qui se tatouaient certains motifs en particulier. On sait ça parce que c'est le pasteur Lennart qui, dans certains de ses écrits, là, notait qu'il avait rencontré des vieux du pays qui avaient le corps tatoué. Alors concernant les motifs, on sait que le vieux Lennart, là, il nous dit qu'on retrouvait certains motifs tels que les croix enveloppées et les spirales, les mêmes motifs qu'on retrouve sur les pétroglyphes un petit peu du pays. Voilà. D'accord, mais comment on faisait à l'époque pour avoir l'encre de tatouage? Alors un petit peu comme les d'autres peuples, ici au pays on utilisait le charbon, plutôt la suie de bois, et puis on utilisait aussi une autre encre qui est bien connue ici au pays, c'est l'huile de noix de bancoul. Alors cette huile-là, elle servait à l'encre de tatouage, et puis on sait aussi qu'elle servait à peindre et puis à l'entretien des sculptures et puis des chambranles qu'on peut encore contempler au musée du pays. D'accord. Et donc tu dis, ces vieux du pays à cette époque, ce qu'ils tatouaient sur leur corps, c'était comme les pétroglyphes, donc des croix enveloppées et des spirales. Quelle est la signification en fait de ces signes? D'après le vieux Bopoé qu'on a vu, qu'on a rencontré, on a eu l'occasion de le rencontrer à Poya. Tu sais, à Poya, en Montfaoui, c'est l'un des plus grands sites de pétroglyphes du pays. Et puis ce vieux-là, il nous disait que les pétroglyphes, en fait, c'était la carte des eaux sacrées du pays. Du coup, on peut penser que même sur les tatouages, là, ça a à peu près la même signification. C'est des cartes des eaux sacrées du pays. Voilà ce qu'on peut dire sur les motifs de tatouage ici au pays. Et puis, je voulais aussi partager le fait qu'un autre peuple qui a une aussi longue tradition dans le domaine du tatouage, c'est les Mentawai sur l'île de Siberut. Je voulais partager un peu ça. Ça se trouve en Indonésie. Il n'y a pas longtemps, sur une des grandes chaînes nationales, là, il y a eu un magazine, ou plutôt une émission qui a beaucoup de succès. J'ai oublié comment ça s'appelle. Rendez-vous en terre inconnue, avec des stars, des stars de la métropole, des personnages dans la métropole qui se rendent à la rencontre de vieux peuples. Et alors, il paraîtrait, plutôt les spécialistes du tatouage nous disent que les Mentawai là, ils sont à l'origine même du tatouage. Alors chez eux, le tatouage a une signification aussi particulière. Ils nous disent que dans leur culture, là, il est important de se tatouer, important de faire en sorte que le corps soit le plus beau possible, parce que le corps, c'est l'enveloppe de l'esprit. Et puis, il faut encourager l'esprit à rester dans son enveloppe. C'est ça. Et puis, il faut encourager l'esprit, inciter l'esprit à rester dans cette belle enveloppe-là, pour éviter d'avoir des accidents ou de tomber malade. Voilà un peu ce qui se fait du côté de chez les Mentawai, Chloé. D'accord, alors on a évoqué donc les encres naturelles qui étaient utilisées, mais au niveau des outils, avec quoi est-ce qu'on tatouait? Alors Chloé, dans l'étymologie même du mot tatouage, on peut répondre à cette question car le mot tatou nous provient donc de la langue polynésienne et tatou au départ, à l'origine, le mot c'était tataou, je crois, tataou. Et tataou fait référence en fait aux tap-tap sur lesquels le tatoueur tapait, c'est des petits tap-tap en bois, là. Il tapait pour introduire l'aiguille dans la peau de la personne à tatouer. Et donc avant on utilisait aussi donc des peignes qu'on fabriquait avec des morceaux d'os, c'est vrai que ça fait mal, des écailles de tortue et même des dents de requin. Et aujourd'hui, Chloé, dans les ateliers de tatouage, on a donc une machine à tatouer qu'on appelle le dermographe. Et ce dermographe, il a été inventé par le New-Yorkais Aurélie en 1891. Et on va dire que c'est un peu grâce à lui ou à cause de lui aussi que cette pratique, elle s'est démocratisée puis qu'elle a connu un essor, l'essor artistique et commercial qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, donc, le dermographe, on peut dire que c'est l'outil principal du métier de tatoueur. Et puis, c'est justement dans un atelier de tatouage que notre amie Mara Lourdes s'est rendue. Elle y a rencontré le tatoueur Touro.
Et puis voilà, Toro, il a accepté de nous partager un petit peu sur son art qu'est le tatouage. Je te propose donc qu'on regarde avec nos chers téléspectateurs ce petit reportage signé Mara Lourde. Je suis tatoueur ici en Nouvelle-Calédonie depuis 2 ans. Et ça fait à peu près 8 ou 9 ans que je tatoue. La passion du tatouage polynésien qui m'est venue, au début c'était grâce à mon père, parce qu'il avait des tatouages polynésiens sur lui déjà. Et à l'âge de 12 ans, je voyais ça sur lui et ça m'a donné envie d'aller vers ça, quoi, vers le tatouage, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est aussi ma culture. Après, dans ma famille, c'est de génération en génération, quoi. Généralement, la place du tatouage, elle est très importante parce que depuis des siècles et des siècles, le tatouage était comme un genre de transmetteur de la parole de Dieu, en fait. On va dire que 90% des Marquisiens sont tatoués. Je crois que maintenant, les gens, ils veulent retourner vers leur culture, ils veulent connaître leur culture. Et peut-être se faire tatouer, c'est un symbole de respect envers cette culture-là, en fait. C'est pour ça que je pense que la culture du tatouage, elle est beaucoup plus forte parce que les gens veulent retourner aux sources, quoi. Oui, maintenant, il y en a beaucoup plus parce que c'est plus un tabou comme avant. Avant, c'était un tabou parce que le tatouage était considéré pour les prisonniers, pour les bagnards, quoi. Et maintenant, le renouveau du tatouage est plus fort, quoi, que l'édit qu'avant, quoi. Moi, j'ai persévéré dedans parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'aimais beaucoup cette culture, la culture de mon père, la culture marquisienne. Et ça, j'ai pas arrêté depuis jusqu'à maintenant. C'est une fierté pour moi parce que j'ai fait voyager ma culture jusqu'ici. Et dernièrement, j'étais en métropole. Du coup, j'ai pu en fait faire promouvoir ma culture un peu dans le monde, quoi. Et ça, c'est une grande fierté, quoi. En fait, généralement, les clients, quand ils viennent me voir, c'est qu'ils ont déjà une petite idée de ce qu'ils veulent. Ils m'en parlent. Après, moi, je crée des dessins directement sur eux. On fait un dessin en fait d'abord, tout ça, en fonction des symboles qu'ils veulent faire signifier à l'intérieur, tout ça. Et à partir de là, on se met d'accord sur le motif, tout ça, si le dessin leur plaît. Et c'est là qu'on attaque directement le tatou. Je fais d'abord au début, au fait, pour poser à peu près mes lignes, ce que je vais faire, visualiser à peu près la forme que je vais donner au tatou. Dans un premier temps, j'utilise un feutre rouge. Ce que vous voyez là, c'est pour donner en fait les formes de comment je vais placer mon dessin, en fait. Et à partir de ça, dès que j'ai toutes mes bases, je prends un autre feutre, le mauve, et je commence à dessiner les détails, en fait. Là, c'est que du pur marquisien. On n'est que dans le traditionnel, mais un peu revisité, c'est un peu modernisé, en fait, pour donner un peu plus d'esthétique aussi en même temps dedans. Là, le motif marquisien, il y a beaucoup de coupures, en fait. Et comme j'avais dit la dernière fois, il y a des aplats noirs, comme ici à peu près. Ici. Ça, tout ça sera à peu près du remplissage. C'est à ça qu'on reconnaît bien les motifs marquisiens. Beaucoup plus de détails, beaucoup de séparation entre motifs. Et voilà. J'ai voulu mettre ici parce que c'est quelque chose qui t'appartient. L'intérieur de bras, c'est pas tout le monde qui a accès vers cet endroit. Du coup, c'est pour ça que je voulais garder la famille bien ici. Bien montrer que ça t'appartient à toi et à personne d'autre. Après, dehors, c'est l'histoire de son parcours, de ce qu'il fait, de son métier, des voyages qu'il fait et qu'il fera encore, quoi. Ça, il peut montrer aux gens, il peut expliquer aux gens ce que ça veut dire à l'extérieur. Mais ce qui est là, c'est intime, c'est personnel, c'est familial, quoi. Là, j'ai fini mes motifs, tout ça, de placer tout le dessin. Là, il faut laisser à peu près 5-10 minutes à peu près pour que ça sèche bien. Comme ça, le dessin ne partira pas pendant que
je vais le tatouer. Ici, moi j'utilise beaucoup de noix parce qu'avec la chaleur qu'il fait, les couleurs c'est pas vraiment bien. Pourquoi? Ça va pas, ça tient pas bien quoi. En fait, je protège tout mon matériel. C'est pour pas avoir de contact avec le sang. Comme ça évite les maladies. Ça protège ton matériel et le client. Avant tout, le tatouage polynésien, c'est une histoire en fait, que tu racontes, que tu marques sur toi. C'est ton histoire que tu veux faire véhiculer aux gens, raconter aux gens tout ça. Mais chez nous, il y a des symboles types pour raconter ton vécu, ta vie et la suite de ta vie. Il y a des spécificités parce que les Samoans ont leur façon de faire, les Marquisiens ont leur façon de faire, les Tahitiens ont leur symbole à eux. Après, chaque île a des symboles types à eux. Comme les Néo-Zélandais, c'est beaucoup en relation avec la fleur de Kourou. Ils représentent la vitalité et la régénérescence, quoi. Chez nous, les Marquisiens, c'est plutôt des symboles de force, de protection et de courage. Chez nous, ces motifs, c'est plutôt beaucoup d'aplats noirs. C'est des grosses plaques noires avec des symboles géométriques, comme des triangles, tout ça, qui représentent les dents de requin, qui donnent aussi la force, tout ça. Et les tikis, chez nous, c'est un totem de protection. Chez les Polynésiens, chez les Tahitiens, c'est plutôt des motifs en relation avec la nature, comme les animaux, les poissons, tout ça. Maintenant, c'est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, ça a été beaucoup modernisé. Il y a beaucoup plus de mix entre chaque culture qui sont rassemblées dans un tatouage. Là, c'est un peu plus difficile. Les motifs que tu peux vite reconnaître, c'est les motifs marquisiens. Parce que c'est vraiment carré, linéaire, et beaucoup d'aplats noirs. Ici en Calédonie, c'est beaucoup du style samoa. Samoa mixé avec un peu de polynésien, marquisien. Mais généralement, c'est le samoa qui marche beaucoup ici. C'est presque comme le marquisien, mais beaucoup plus fin. Mais beaucoup de lignes, beaucoup de petits détails. Ce sont des motifs un peu complexes, mais ils sont aussi joués comme tout. Il faut savoir pourquoi tu mets ce tatouage polynésien sur toi. Et pas faire comme un tatouage comme ça, parce que c'est la mode. Mais maintenant, c'est beaucoup plus pour la mode que pour la symbolique. Ici, j'ai mis des motifs en représentation avec la vie, le symbole de la luminosité, que la vie soit toujours un rayonnement, quoi. Il ne faut jamais baisser les bras, c'est un symbole pour ne pas baisser les bras, de courage. Avec le tiki ici, c'est un totem de protection, de force, c'est pour ça que je l'ai entouré avec des plaques noires. La plaque noire chez nous, ça représente la force en fait. Qui représenté avec ici, il y a des liens, c'est ce qui lie les liens avec la force, le vouloir de vivre et que ta vie soit meilleure, quoi. Ici, c'est les dents de requin. Ça aussi, c'est en lien avec la force, le courage. Tout ce qu'il y a ici, ce sont des symboles de voyage, c'est pour ça qu'il y a des symboles de comme ça. Ça, c'est les représentations d'oiseaux, en fait. Ici, c'est tout ce qui représente son métier. Ce qu'il fait, c'est les partages qu'il a pu avoir, les rencontres qu'il a fait, tout ça. Et ça, c'est les dorsales d'espadon. C'est qui représente l'éloignement entre ta terre natale et ta terre où tu voyages, quoi. Ça s'appelle le hippo.
Le hippo, c'est le socle de tes origines. Et ici, c'est un rappel du voyage qui te lie avec ta famille en fait. Quand on te transmet quelque chose de sacré, quelque chose d'important, il faut bien écouter et quand on transmet ça, c'est sur toi, c'est pour toi et c'est sur ton corps à vie. C'est à ton tour après de transmettre à la future génération. C'est super beau ce qu'il fait. Ça me donne des idées pour une éventuelle reconversion, ça. Alors Chloé, pour les personnes comme toi qui veulent se lancer dans ce domaine, dans cet art, il faut savoir qu'il n'y a pas de formation, de diplôme encore spécialement dédié pour être ou pour devenir tatoueur. Ah bon? Mais les personnes qui désirent se lancer, elles peuvent s'engager dans des stages suivre des stages auprès de tatoueurs confirmés. Et puis voilà, mais une chose à savoir, c'est que dès qu'elles vont vouloir ouvrir leur atelier, les autorités vont leur demander d'effectuer des stages qui correspondent un petit peu à l'apprentissage des normes d'hygiène qui sont liées à ce métier-là. Et puis voilà, en fait, c'est des stages qui peuvent durer au minimum 3 jours dans des structures agréées. Et puis voilà ce qu'on peut dire. Et puis pour conclure sur notre thème du tatouage aujourd'hui, Chloé, je voulais juste rappeler à nos chers téléspectateurs que même si aujourd'hui ça s'est démocratisé, comme on a dit, le tatouage reste quand même pour certains peuples, ça reste quand même une pratique traditionnelle qui est profondément sacrée et sensée. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Duke. Je crois que je vais encore attendre un peu avant de me faire tatouer. Merci Chloé à toi et puis merci encore à vous à la maison. Et nous, on rejoint Marie-Hélène, c'est Job Éducation tout de suite. Bonjour Marie-Hélène, alors aujourd'hui on parle d'un métier, celui de guide touristique. Est-ce qu'il y en a beaucoup ici au pays? Eh bien oui, tu t'en doutes bien Chloé. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors c'est vrai qu'on a quand même pas mal de guides au pays puisque avec toutes les activités touristiques que l'on propose, il est certain que pour certaines, il faut quand même être guidé. Donc ça doit quand même représenter pas mal de personnes. Oui, alors on pense tout de suite à un métier saisonnier. Est-ce que c'est toujours le cas, quel que soit l'endroit où on exerce? Écoute, moi j'ai envie de te dire, c'est vrai qu'il y aura beaucoup plus d'activités, c'est vrai, lors de la haute saison touristique. Mais bon, moi j'ai envie de te dire que de toute façon, les guides touristiques sont quand même amenés à travailler tout au long de l'année, puisqu'il y a donc une activité quand même un peu régulière, on va dire, toute l'année, surtout dans le secteur justement des croisiéristes, puisque c'est le domaine auquel on va s'intéresser justement aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, on voit souvent pas mal de bateaux de croisière australiens. Oui, c'est vrai. C'est vrai que bon, ça demeure quand même une activité, si tu veux, fluctuante, mais il y en a quand même pas mal. Donc tu t'imagines qu'ils doivent être sur le pied de guerre à chaque fois, les guides touristiques qui travaillent donc à la gare maritime. Et donc, si tu veux, bien évidemment, leur activité leur planning va fluctuer en fonction, bien évidemment, des arrivées des bateaux. Mais ils travaillent quand même toute la journée. Leur journée commence à 7h30, ils finissent à 16h. Après, en fonction du planning de chacun, si tu veux, la journée va varier. Mais ils sont quand même occupés pas mal de temps. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que si tu as des guides touristiques qui ne travaillent pas, si tu veux, toute la journée, ils peuvent avoir une autre activité à côté, une activité annexe, quoi. D'accord. Et puis dans les structures à vocation culturelle aussi, on trouve également des guides. Eh bien oui, figure-toi au centre Chibaou, il y en a également. Donc c'est aussi dans les structures à vocation culturelle. Et puis dans les structures à vocation touristique aussi, on trouve les guides. Oui, tout à fait. Dans les agences de dans voyage. les agences de voyage, encore dans les offices de tourisme. Exactement. Et les fameux tours opérateurs qui proposent donc, on va dire, un peu des excursions clés en main. C'est comme ça, c'est un petit peu leur credo, on va dire. Et figure-toi que lorsque j'ai fait mes petites recherches, j'ai donc découvert qu'il y avait plusieurs métiers. En fait, on parle de guide touristique, mais il y a également, si tu veux, le conseiller en séjour et le guide interprète. Voilà. Alors, il y a quand même des similitudes, si tu veux, entre leurs fonctions, mais ils travaillent
donc dans le secteur touristique. Alors, je vais commencer par le conseiller, si tu veux, en séjour, qui lui travaille plutôt dans un office du tourisme, puisqu'il va être là plutôt pour conseiller, si tu veux, quelque chose, un hébergement, une sortie culturelle, du théâtre, du spectacle. Il va également proposer, si tu veux, par exemple, un lieu pour dîner le soir, donc un restaurant. Il va être aussi amené à proposer, tu vois, une découverte culturelle, si vous avez envie d'aller au musée, par exemple, ou, je sais pas, effectuer une balade dans les environs de la ville de Nouméa. C'est également possible aussi. Ça sera donc le travail du conseiller donc, en séjour. D'accord. Et puis, on le disait, dans les agences de voyage, les fameux tour opérateurs. Exactement, tu as raison, Chloé. Alors là, on va retrouver plutôt, si tu veux, le guide-interprète qui, si tu veux, en Nouvelle-Calédonie, travaille plutôt au sein de la CPS, la fameuse communauté du Pacifique. Et donc, ce guide-interprète, si tu veux, sa particularité, c'est qu'il va plutôt avoir une mission ponctuelle. Donc, il va intervenir auprès d'un voyageur ou d'un groupe de voyageurs. Et il va être, en fait, leur guide sur plusieurs jours. Il va donc les emmener, si tu veux, dans différents endroits du pays selon ce qu'ils souhaitent découvrir. Et puis, bien évidemment, il va se caler au planning des personnes aussi et puis s'occuper de tout ce qui est visite et comment dirais-je, et site historique, puisqu'il va également faire donc les commentaires. Oui, ce sont des sortes d'excursions privées en quelque sorte. Donc, ils s'occupent de tout, ils pensent à tout et puis ils doivent veiller au confort des touristes qu'ils encadrent. Exactement. Puis tu sais, c'est surtout des petites sorties, si tu veux, en petits groupes. C'est pas du tout ce que l'on peut voir lorsque les croisiéristes arrivent, où ils sont des dizaines, si tu veux, à profiter d'une excursion guidée. Ensuite, ce que je voulais rajouter, c'est le fameux guide touristique. Il faut quand même qu'on en parle de celui-ci, puisque c'est lui que l'on va découvrir justement dans le reportage qui va suivre. Et donc, si tu veux, ce guide touristique-là, il travaille donc à la gare maritime où il va accueillir et guider donc nos fameux croisiéristes australiens en général. Et puis il va bien évidemment les divertir, il va leur proposer, si tu veux, des excursions donc guidées ou bien des activités à faire donc durant la journée, parce qu'ils sont là que pour quelques heures, faut pas l'oublier aussi. Et puis il faut savoir aussi que au-delà, si tu veux, de l'accueil et puis de la vente de produits touristiques, il y en a aussi également qui s'occupent de les accompagner, qui les accompagnent plutôt même lors des excursions. Donc ils montent à bord des bus et des navettes et ils sont aux côtés des touristes durant plusieurs heures. D'accord, donc en fait ces guides ils sont amenés à faire plusieurs choses dans la journée, quoi. Exactement. Il y a donc certains, comme je te disais, qui s'occupent uniquement, si tu veux, de vendre des produits touristiques. Donc ils vont conseiller, ils vont détailler, si tu veux, l'offre que nous proposons. Ensuite, il y a le guide qui, lui, va également, si tu veux, partir donc avec un groupe de croisiéristes, donc on les appelle des guides vendeurs, et puis ils ont donc la responsabilité d'un groupe. Et puis il y a également le guide leader, c'est donc le chef de gare, c'est lui qui est un ancien d'ailleurs guide très expérimenté, qui a fait ses preuves et tout, mais qui va également, si tu veux, chapeauter les équipes et puis assurer un petit peu la gestion du quotidien. Donc c'est en quelque sorte quelqu'un qui a une promotion, si tu veux, sociale au sein de la structure où il travaille. D'accord, alors que l'on soit guide interprète ou guide touristique, une chose est sûre, c'est qu'il faut apprendre l'art de la présentation. Et ça ne doit pas être évident, ça ne s'improvise pas. Non, c'est clair. C'est vrai qu'il faut quand même des années d'expérience pour proposer, on va dire, une présentation qui soit à la hauteur. Fluide et puis correcte, exact. Oui, et puis aussi, j'ai envie de te dire qu'il soit très personnalisé, puisque voilà, on va reconnaître, si tu veux, un bon guide aussi à sa prestation quand même, à sa présentation. Certains touristes, tu sais, conseillent après, tu sais, de voyage en voyage, ah bah tiens, ce guide-là, s'il va à Nouméa, il est pas mal et tout. Donc tu vois, après, la renommée du guide aussi, elle traverse les frontières, l'air de rien. Donc il faut donc apprendre à raconter des histoires. Il faut, comme tu l'as dit aussi, connaître effectivement bien son pays, donc bien le pays dans lequel on travaille, puisque toutes les informations qui seront données doivent être bien évidemment précises et justes. Et puis, il faut aussi bien évidemment avoir une bonne culture générale pour pouvoir répondre aux questions que vont poser nos chers touristes, qui sont aussi de plus en plus exigeants. Et puis, si tu veux, ça va
cette présentation, si tu veux, elle va beaucoup dans le détail, puisqu'il va falloir, si tu veux, transmettre à nos chers touristes un petit peu nos particularités, donc notre vie locale, nos coutumes, notre monnaie, le fait qu'on ait 2 drapeaux, Oui. notre fonctionnement aussi institutionnel qui est si particulier. Il va également, bien évidemment, falloir donner des informations sur aussi le peuplement, comme il y a beaucoup de métissage aussi au pays. Voilà, les touristes sont friands, tu sais, de toutes ces petites informations qu'on va pouvoir leur apporter. Mais moi, je te propose effectivement qu'on n'en dise pas plus, hein, qu'on regarde en images, hein, vraiment, voilà, comment se déroule le quotidien d'un guide touristique. Duke Penango a passé une matinée avec certains guides de nationalité étrangère, hein, puisque nous sommes dans la spéciale quotidienne Pacifique. Hein, donc, nous allons regarder de suite son reportage. Je travaille à la gare maritime depuis plus de 3 ans. Je m'occupe de la mutualisation des moyens qui a été mise en place par les 5 tours opérateurs intervenant au sein de la gare maritime. Et je m'occupe donc du transport principalement des croisiéristes à l'issue des ventes qui sont opérées à l'intérieur de la gare maritime. Alors ce sont des guides touristiques au sein de la gare maritime. Donc on a une équipe de 17 guides bilingues au sein de la gare maritime, composée donc principalement les langues étrangères, c'est principalement l'anglais. Mais il faut savoir que nous avons des guides qui parlent aussi le russe, l'italien, le portugais, l'allemand, et d'une part non plus le mandorien et ainsi de suite. Un maximum de langues pour pouvoir fournir une qualité de prestation de service à l'ensemble des personnes touchant le territoire. Good morning, bonjour, welcome everybody. Do you want to take a train tour? Just for 1 hour and a half, 2 stops. Alors moi j'ai de la chance déjà parce que je suis d'origine vanuataise métissée. Donc au Vanuatu on est bilingue particulièrement dès la naissance. Donc moi j'aimais beaucoup la langue anglaise. Donc je parlais déjà anglais couramment à partir de l'âge de 10 ans. Du coup, j'étais bilingue parfaitement à 17 ans, 18 ans. Et c'est des langues que j'ai pratiquées régulièrement dans mon enfance. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire une formation en anglais. Il faut aimer partager avec le touriste ce que tu aimes toi chez toi. Et partager à fond et donner du plaisir. Parce que sinon, même si on est un bon guide-interprète et qu'on ne prend pas de plaisir à faire ce travail-là, on ne pourra pas, un jour on va se lasser. Donc si on aime le tourisme, moi ça fait 25 ans que je fais du tourisme. Pourtant, je n'ai pas vécu en Calédonie depuis mon enfance. Je me suis vachement informée. J'ai été dans les bibliothèques, que ce soit de Nouméa ou du Mont d'Or. J'ai appris beaucoup de choses. Et en apprenant, j'ai appris à partager avec les étrangers qui venaient sur le Caillou. Welcome to New Caledonia. I will be enjoyed to be your guided tour for 1 hour and a half. My name is Yolande. Thanks for choosing Levi Transport to do the train tour for 1 hour and a half. So I will give you some information and security system reason. So just come with me, please. Alors l'activité pour le train ou les croisiéristes en général, quand c'est un petit bateau, on tourne entre 500 et 800 personnes. Et quand c'est des gros paquebots, on est à 1500. Mais quand on est à 2 bateaux en même temps, on peut tourner à 2000. Ok. Merci. Bonne journée. Donc la mission première des guides touristiques au sein de la gare maritime, c'est la découverte du territoire. Donc l'acheminement qui arrive à la gare maritime des passagers, principalement des croisiéristes. Donc on les fait guider sur nos tours afin qu'ils puissent connaître le territoire et l'opportunité pour eux de revenir en Nouvelle-Calédonie après leur escale, de courte escale qui dure entre 6 heures et 8 heures le bateau et qu'on les redécouvre ici en Nouvelle-Calédonie. Donc les guides ont une méthode et une activité principale, c'est la découverte, l'information qui est donnée sur l'ensemble des prestations offertes en Nouvelle-Calédonie, ainsi que sa population, la répartition donc, des provinces et ainsi de suite. And you get your free shuttle bus back here, back to your ship. Yeah. I've been here for about 5 years now, living in this territory, and I enjoy living here. I enjoy the people. I enjoy everything around this island, and I'm now working as one of the tourist guides in this island.
And I've been doing this for about 5 years now. And it's been part of my life. I've enjoyed it. And I've been through a lot of trainings way back in Vanuatu. And I have a lot of experience in kiting. And coming to this island of New Caledonia, it's like another opportunity for me. And I just enjoy the way I do the kiting, and I introduce the island and about the culture and the life of the people of this island. And it brings more interest to the visitors that are coming to this island. And I believe it's one of the best way of bringing more people coming to this island just to discover and to unveil some of the mysteries about this island and the life and the culture and of the people of this island. Hey, Ura, thank you. You're welcome. Good luck. Alors la formation, il faut savoir que la formation des guides touristiques, on a une formation qui est interne. C'est-à-dire que tous les nouveaux guides qui arrivent en Nouvelle-Calédonie, qui arrivent au sein de la gare maritime, qui travaillent avec nous, donc on leur donne la possibilité, donc, par des recherches, via les différents centres de recherche, de pouvoir intégrer notre équipe. Donc ils se préparent sur des tours guidés qui durent entre 1h30 jusqu'à 4 heures. Donc on les prépare sur ces tours guidés et dès qu'ils sont opérationnels, ils ont une phase de test, on va dire pas des guides titulaires, pour confirmer que l'information qui est donnée aux croisiéristes correspond exactement à la réelle information. Dès qu'ils sont prêts, ils peuvent obtenir donc la qualification de guide touristique et travailler. Nous cherchons dans les prochaines années à labelliser un peu les guides touristiques pour qu'ils puissent avoir une connaissance et un parcours professionnel sur le territoire. Actuellement, nous n'avons pas d'école de guide, on n'a pas d'école de centre de formation pour ça. Donc il y a une formation qui est faite principalement par les guides eux-mêmes. We go in the front, see the islands and come back. Thank you. Come with me. Le rôle que j'occupe actuellement, c'est le rôle de manager, c'est-à-dire de motiver nos guides touristiques sur la vente, sur le transport, sur la qualité des services, vérifier que tout ce qui est transporté par nos compagnies, par les 5 tours opérateurs, puisse être ramené en toute quiétude et que nos croisiéristes, à l'issue de leur retour sur la gare maritime, soient satisfaits des prestations qui leur ont été proposées. Et nous espérons les revoir sur les prochains paquebots. Voilà, donc ils n'ont pas le temps du tout de s'ennuyer, ces guides. Ce qu'il y a de bien dans les métiers liés au tourisme, c'est qu'on fait sans arrêt de nouvelles rencontres. En permanence, on est dans le relationnel. Et puis aussi, il faut être à la page parce que il faut réactualiser ses connaissances sur le pays. Exactement, tu fais bien de le dire. Et d'ailleurs, tout est prévu, si tu veux, au sein, effectivement, là, de la gare maritime, en l'occurrence, puisque régulièrement, en fait, il y a comme un petit contrôle de connaissances qui est fait. Chaque guide touristique à tour de rôle, fait sa petite présentation. Et puis après, il y a un petit débriefing où chacun apporte un petit peu ses petites réflexions, ses petits conseils, parce que effectivement, il faut être à la page, on va dire, et puis toujours proposer quelque chose de différent, même pour le guide touristique. J'imagine que il ne faut pas non plus qu'il répète tous les jours non plus la même chose. Même pour lui-même, quoi. Exactement. Qu'il s'ennuie pas. Et puis bon, il faut aussi maîtriser l'anglais ou d'autres langues étrangères. Tout à fait. On n'en a pas parlé. Merci Chloé de le préciser. Il faut maîtriser l'anglais, ça c'est sûr. Et puis aussi d'autres langues étrangères si possible. Et puis il faut avoir aussi un bon relationnel. C'est important. Dans ces métiers-là, c'est même primordial, j'ai envie de dire. Et tout cela va justement peut-être décider ou pas d'un recrutement. Donc il faut être quand même vigilant et très rigoureux là-dessus. D'accord. Alors ici en Calédonie, il n'existe pas d'école de guide. Tout est basé sur l'auto-formation. Mais donc le BTS tourisme existe par contre. Donc est-ce que les titulaires en fait d'un BTS tourisme peuvent postuler pour être guide touristique? Eh ben moi j'ai envie de te dire que oui, c'est possible. Après tout dépendra du profil du jeune, ça c'est certain. Mais il faut savoir que sont accueillis donc des jeunes qui sont donc encore en BTS tourisme. Donc ils viennent, tu vois, pour des périodes de stage, de 2 à 4 semaines à peu près. En général, ils se rapprochent, si tu veux, des agences de voyage ou des tours opérateurs pour décrocher leur stage, ce qui leur permet justement d'observer le métier et puis de savoir ou pas si c'est quelque chose qu'ils souhaitent exercer à long terme, sur le long terme. Et puis, si tu veux, ensuite, j'ai envie de dire, il faut tenter sa chance. Si vous êtes bon en anglais, que vous maîtrisez l'art de la présentation, qu'on a une bonne expression à l'oral et tout, pourquoi pas? C'est possible en tout cas de décrocher, une fois diplômé, un petit contrat. Il faut savoir qu'ils font quand même des contrats
de 6 mois, tu Ouais. vois, pour commencer, ce qui est quand même pas si mal. Ouais. Et puis le premier mois, si tu veux, voilà, le jeune, il va donc apprendre, si tu veux, à présenter toutes les différentes excursions guidées qui sont proposées, et puis il va surtout observer cette fameuse présentation, et puis s'y mettre aussi et commencer à s'entraîner, quoi. Alors, est-ce que c'est un métier difficile quand même? Moi, j'ai envie de te dire que, bon, forcément, les journées sont longues, on travaille les week-ends. En été, c'est pas toujours évident parce qu'il fait chaud, nous souffrons tous de la chaleur, n'est-ce pas? Même s'il y a des navettes et des bus climatisés. Mais Tu bon, dois le petit toujours train être souriant aussi, aussi, de bonne humeur. affable, accueillant. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau du physique et tout, c'est un métier qui réclame énormément, si tu veux, de force, on va Ouais, dire. Il de faut être courage. et de courage, Ouais. c'est vrai. Il faut être en forme. D'accord. Toutefois, si on est passionné, moi je dis que quand on est passionné, les journées, normalement, elles se déroulent au mieux. Oui. Alors, c'est une profession qu'on exerce en tant que salarié ou bien en indépendant? Les deux sont possibles en Faire les fait. deux. Ouais. Certains, là on l'a vu à la gare maritime, les guides touristiques sont donc salariés, mais certains qui travaillent pour des tours opérateurs sont par contre patentés. Comme ça, ils D'accord. peuvent faire d'autres activités à côté, quoi. D'accord. Alors, quelles sont les qualités requises justement pour exercer ce métier? C'est vrai qu'il faut être dynamique. Il faut être très organisé. Bon, on a cité déjà quelques éléments qu'il faut absolument avoir dans sa petite valise. Donc, la maîtrise de la langue, on l'a dit, avoir un bon relationnel. Quoi d'autre encore? Il faut être curieux, parce qu'il faut bien connaître aussi le pays que l'on va présenter à nos chers touristes, pour qu'ils gardent un bon souvenir, effectivement, de l'endroit où ils sont passés. Et puis, il va aussi falloir avoir des compétences en gestion aussi, parce qu'on peut être amené, si tu veux, à commander de la documentation ou à s'occuper de la billetterie, à classer des documents, bref, à faire du rangement. Donc, il faut être à l'aise avec tout ça. Ensuite, j'ai envie de te dire qu'il faut avoir sans cesse envie de s'améliorer. Tu l'as dit à juste titre tout à l'heure, qu'il faut donc renouveler ses connaissances en permanence. Eh bien oui, il faut donc avoir envie sans cesse de se renouveler, d'avoir envie d'aller toujours plus loin. Exemple concret, il y a donc un guide qui est parti, tu vois, pour 2 ans, 2-3 ans d'ailleurs à Melbourne pour se perfectionner, tu vois, en langue. Il devait quand même maîtriser déjà l'anglais, mais bon, c'est vrai qu'on est toujours amené à un peu dire les mêmes choses. Donc après, on a envie quand même toujours d'améliorer toujours plus, on va dire, sa conversation. Et puis donc, lui tu aussi, vois, éventuellement, avoir des connaissances du pays, des touristes qui l'accueillent, quoi. Donc, s'il va à Melbourne 2-3 ans, c'est aussi pour connaître un petit peu l'environnement à Melbourne, quoi, au moins. Certainement. Pour en tout certains cas, touristes australiens, quoi. ouais. En tout cas, il va pouvoir, s'inspirer peut-être et observer comment on fait là-bas, Ouais, effectivement, j'imagine. puis s'enrichir, puisque l'idée, c'est aussi, d'apporter c'est top. toujours des nouvelles choses pour nos chers touristes. C'est top. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Quant à nous, on passe à table, c'est le fin bon. Alors, dans le fin bon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux huîtres avec Davina. Oui, c'est ça, on va parler plus spécialement des huîtres de Nouvelle-Zélande, semaine Pacifique oblige. Alors aussi parce qu'elles sont très appréciées chez nous du fait de leur goût et puis de leur grosseur surtout. Ah oui, alors est-ce qu'on sait depuis quand les Néo-Zélandais cultivent l'huître? Alors, certaines recherches menées dernièrement laissent penser que déjà les Maoris avaient posé les fondations de ce qui allait être après la culture de l'huître qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'était fait par des gestes simples. Ils essayaient de faire des petits bassins pour que les huîtres commencent à trouver un milieu où ils pourraient se développer facilement. Mais voilà, c'était déjà les fondations de ce qu'on allait retrouver aujourd'hui. D'accord. Et la commercialisation, elle date de quand exactement? Alors la commercialisation telle qu'on la connaît, nous, elle a commencé en Nouvelle-Zélande dans les années 1960. Elle a été initiée par le gouvernement pour justement que les Néo-Zélandais développent la culture de l'huître. Donc du coup, des élevages d'huîtres australiennes notamment ont été installés dans les eaux peu profondes dans l'île du Nord. Après, par la suite, c'est l'huître creuse du Pacifique qui a pris plus la dominance au niveau de la culture, tout simplement parce que, elle est plus facile à cultiver, plus simple aussi à entretenir, et puis parce que elle grossit plus rapidement. Du coup, sa culture s'est un peu installée comme ça et répandue dans des nombreux sites de l'île du Nord. Alors du coup, c'est dans l'île du Nord qu'on va trouver les plus vieux sites d'exploitation. Non, paradoxalement, à côté de ça, c'est la ville de Bluff, dans l'île du Sud, qui est donc l'île où vraiment c'est le chef-lieu de l'huître. C'est l'une des plus vieilles villes de Nouvelle-Zélande d'ailleurs, et elle célèbre tous les ans l'huître avec une grande fête donnée en son honneur. Ça a lieu généralement toujours les 21 et 22 avril, et là, il y a différentes spécialités à base d'huîtres qui sont proposées. Donc tu vas les retrouver crues, cuites, ou ce que moi j'appelle
préparées tout simplement. Elles sont ni crues toutes seules, ni cuites vraiment. Elles sont préparées avec d'autres aliments et mises en valeur comme ça. Et puis ils mettent aussi à l'honneur le vin qu'ils sont en train de cultiver, enfin de mettre aussi le Sauvignon blanc. Le Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande justement qui est mis à l'honneur aussi à ce moment-là. À consommer avec modération. Bien sûr. Alors en parlant de dégustation, et tu m'as mis l'eau à la bouche, quelle recette est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Bien écoute, je te propose de découvrir un petit reportage de nos collègues, Michel Pimbé et Kenji Onyari. Ils sont allés pour nous suivre une recette un peu particulière de l'huître. Je vous propose qu'on regarde tout de suite. Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter un tartare d'huîtres de Nouvelle-Zélande avec du thon et des agrumes. Donc pour ceci il faut du sel, du poivre, du piment d'Espelette, de l'huile d'olive, des huîtres de Nouvelle-Zélande, échalotes, des agrumes, orange, citron, on peut mettre pamplemousse aussi, de la salade et une tranche de thon. Donc pour cette recette, on va commencer à préparer nos produits. Nous prenons les oranges ou l'orange, on met agrumes. Nous allons faire un petit jus de citron. Ça va nous servir à faire la vinaigrette pour assaisonner notre tartare. Donc on va le mettre sur le zeste d'orange pour parfumer un petit peu. On va rajouter de l'huile d'olive. Ça va faire notre vinaigrette. L'acidité du citron pour cuire un petit peu le poisson, on va mettre de côté. Le temps que ça infuse, on épluche l'échalote. Qu'on laisse de côté. Voilà, on va ciseler très finement, le plus finement possible. Nous allons ouvrir nos huîtres. Donc il est préférable quand même de prendre un torchon pour pas trop s'abîmer. Il y a un moyen tout simple, c'est de mettre bien le torchon là, l'huître au milieu et de piquer sur le côté. Vous voyez, à peu près sur la lèvre. Vous enfoncez un tout petit peu le couteau, ça force pas. Vous êtes tombé sur le nerf. Du moment où vous avez le nerf, vous soulevez, vous coupez le nerf et vous levez. Voilà, nous avons une huître de Nouvelle-Zélande. On va mettre dans le ramequin. Donc on enlève carrément de la coquille. On peut éventuellement garder les coquilles pour la décoration tout à l'heure. Voilà. Hop, on va les mettre sur la planche pour faire le tartare. Donc c'est les huîtres de Nouvelle-Zélande, toutes plus laiteuses que celles qu'on connaît sur notre territoire. Avec le reste de jus d'huître, on le rajoute à la vinaigrette, ce qui va nous permettre pour l'assaisonnement. On les coupe, tout simplement en deux. Et on fait des petits carrés. On met ça dans un récipient. Voilà. Nous prenons notre thon. Alors on peut le faire avec du thon jaune, du thon blanc, toutes sortes de thon. Le thon jaune est généralement un peu meilleur. Vous voyez, il est bien rouge. On est assez amateur de thon en Calédonie. Donc c'est une préparation qui va assez vite, hein. C'est assez simple comme recette.
Donc on mélange notre thon coupé en petits cubes dans nos huîtres. On rajoute la ciboulette qu'on avait taillée tout à l'heure, enfin l'échalote, et on va rajouter la ciboulette, pardon. Donc on va tailler la ciboulette assez fin. On rajoute la ciboulette avec l'échalote, les huîtres et le thon. On mélange tout ça. Donc là on assaisonne. On va rajouter le sel, le poivre, au moulin de préférence, le piment d'Espelette, ou si vous n'avez pas de piment d'Espelette, vous pouvez prendre des petits piments, et l'huile d'olive, un tout petit peu. On va rajouter donc notre vinaigrette qu'on a fait tout à l'heure. On va récupérer le zeste, ça a été pour parfumer un petit peu la vinaigrette. Et donc là on coupe des zestes pour la décoration. On reprend la vinaigrette de tout à l'heure où on a mis des jus de citron, jus d'orange, éventuellement jus de pamplemousse si vous aimez, avec un peu d'huile d'olive, qui a macéré avec le zeste. On le met dans notre tartare. 2 ou 3 cuillères suffisent. Votre tartare il est prêt. On peut rajouter des huîtres si vous préférez les huîtres, on peut rajouter du thon, après chacun se l'agrémente. On va passer à la séance dressage. On va prendre une assiette. Prenez un cercle. Après ça c'est chacun aussi dresse un petit peu comme il veut. On peut dresser dans 2 petits carrés. Moi je dresse comme ça au restaurant. Vous mettez votre tartare dans un cercle, dans un moule, dans une tasse pour démouler. Hop, on peut tasser. Voilà, nous avons des tartares. On peut récupérer la coquille, tout à l'heure on avait la coquille, ou pour mettre dessus un petit peu comme ça. Éventuellement si on a un peu de salade, histoire de faire quelque chose de joli. Vous mettez la salade dans la coquille. Les petits zestes de tout à l'heure, un peu sur l'assiette. Ça va être une entrée simple, rapide, efficace, originale. Donc voilà le tartare d'huîtres de Nouvelle-Zélande au thon et aux agrumes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore une recette à rajouter dans vos livres. Oui, et puis c'est vrai que ça change de la façon dont on la mange d'habitude. La plupart d'entre nous ici au pays, on la mange en général telle qu'elle, dans la coquille, avec éventuellement un jus de citron, éventuellement du pain, du beurre, mais voilà, on la mange nature en général. Oui, mais je te dirais même que les plus chanceux au nord, ils vont la manger directement sur le caillou. Ah oui. Mais bon, voilà, je voulais aussi vous donner une petite liste des recettes que vous pouvez faire avec les huîtres. D'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas trop l'huître crue, peut-être que cuite, elle passera mieux. Moi, je parle en connaissance de cause, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui préfèrent, il y aura les huîtres gratinées avec du roquefort. Il paraît que c'est excellent. Après, à essayer, n'est-ce pas Chloé? Ouais. Après, tu as aussi les huîtres chaudes que tu pourras faire donc, avec du poireau et du curry ou alors avec du champagne. Et puis, autre petite recette également à essayer chez vous, les huîtres panées. Il paraît que c'est à tomber par terre. Oh là là, ça a l'air délicieux. Alors, pour terminer, est-ce que l'huître est bonne pour la santé? Alors oui, en un mot, vraiment, l'huître, elle contient tous les besoins en vitamines, en acides aminés dont le corps a besoin. Elle contient aussi des sels minéraux et des oligo-éléments tels que le fer, le sélénium, le cuivre, le zinc. Et puis aussi des vitamines, dans la vitamine B1, B2. Voilà, pour ne citer qu'elle. Donc voilà, si on pouvait manger des huîtres tout le temps, ça aiderait beaucoup notre organisme. Moi, je veux bien. Après, c'est le prix. C'est clair. Bon, on a compris. On peut donc abuser des huîtres. Merci beaucoup, Davina. Merci à toi, Chloé, et à demain tout le monde. Après les huîtres, on va se faire masser avec Anna. On s'occupe de vous, c'est tout de suite. Bonjour Anna, alors aujourd'hui nous parlons de massage. On a déjà vu le thaïlandais, le baleiné, mais on va voir aujourd'hui comment ça se passe ici au pays, dans la vie de tous les jours. Bonjour Chloé, bonjour à tous. On va peut-être d'abord commencer par rappeler les bienfaits du massage.
parce que voilà, ça apporte quand même de bonnes choses. Alors d'abord, eh bien, ça réduit les tensions musculaires. Alors ça peut être au niveau du cou, du dos, de la tête, des pieds ou même du nerf sciatique, donc tout ce qui est mal un peu, du dos, on va dire. Ensuite, eh bien, ça aide aussi à modeler la forme, donc bonne chose à savoir pour vous, mesdames. Et puis, ça amène aussi un meilleur état de santé général. Et puis, bien, ça aide à lutter contre beaucoup de maladies graves. D'accord, alors que des bonnes choses. Hein. Et puis aussi, c'est une pratique très ancienne, puisque tu nous avais parlé du massage thaïlandais. Tu nous avais dit que ça remontait à plus de 2500 ans. Voilà, donc c'est pas récent, hein, Ouais. ça remonte très loin. Et puis nous, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à ce qui se fait ici, hein, parce qu'ici aussi, on se masse. Donc voilà, pour se soulager tout simplement de certaines petites douleurs. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des lieux spécifiques ici? Alors, en fait, Chloé, ici, il n'y a pas vraiment de lieu pour se masser, puisque ça se fait beaucoup dans le petit milieu familial, on va dire. Donc, on va voir la grand-mère, la tantine, la cousine, la copine, voilà. Il y a toujours quelqu'un, en fait, dans le petit cercle ou dans les proches, quoi, qui masse. Donc, quand on a mal quelque part, on est un peu fatigué, on a mal au dos, on a été au champ, par exemple, ou on a fait des travaux physiques un peu importants. Donc, on va voir cette personne-là, puis on se fait masser. Mais il faut aussi signaler qu'il y a des personnes qui massent, elles, qui ne se réservent pas au milieu familial, puisqu'elles elles acceptent tout le monde, en fait. Là, c'est plutôt, surtout les femmes enceintes qui viennent un peu avant l'accouchement pour se faire masser. Et puis aussi, après l'accouchement aussi. Oui. Et puis bon, ça peut être pour toute autre chose, hein. Tout simplement, on a mal quelque part, on n'a pas spécialement quelqu'un dans la famille qui masse, donc on va voir ces personnes-là. Et aussi une chose encore, pour ces massages, on utilise en général des plantes. Donc nous, en Nouvelle-Calédonie, on utilise le coléus que j'avais déjà présenté dernièrement, mais bon, c'est toujours bien de rappeler. Donc moi, j'avais amené celui-là, j'avais présenté celui-là, parce que c'est celui-ci qui est utilisé en général dans les massages. Donc celui-là, il est tout vert. Il y a aussi la même feuille, mais avec la tige, cette fois, qui est plus foncée. Donc là, c'est la tige verte, la tige blanche. Il y a aussi le même, mais avec la tige plus foncée. Et puis, donc, je disais aussi qu'il y avait plusieurs sortes. Donc, il y a aussi des feuilles plus foncées, hein. Bon, excusez-moi, elles sont un peu raplapla, mais ils ont fait le trajet depuis le nord, donc voilà, avec la chaleur. Donc ceux-là sont foncés. Et il y a aussi des frisés. Des frisés, donc voilà. D'accord. Tout ça pour dire que le coléus, donc il existe en plusieurs variétés, en plusieurs couleurs, en plusieurs formes de feuilles. Mais que c'est celui-ci qu'on utilise le plus pour le massage. Alors, est-ce que c'est la seule plante que l'on utilise ici ou alors il y a d'autres plantes? Parce que surtout ici, on utilise beaucoup les plantes pour la médecine traditionnelle. Oui, c'est vrai qu'on est très riche dans le domaine des plantes médicinales. Mais il y a d'autres feuilles, hein. Il y a d'autres plantes qui sont utilisées avec le coléus. Mais bon, je ne sais pas comment ça se fait, hein, dans les autres, par exemple aux îles Loyauté, dans les autres régions, mais là je parle plus pour la région Païti-Tchemoui. Donc c'est le coléus qui est utilisé. Des fois associé, hein, il peut être associé à d'autres plantes. C'était le cas pour la dame que j'ai vue pour le reportage, qu'on verra dans le reportage là, qui va suivre. Mais cette personne-là m'a juste dit qu'elle utilisait une autre plante avec le coléus, mais qu'elle ne pouvait malheureusement pas la montrer, donc on ne pouvait pas la filmer, parce que il y a aussi des interdits au niveau de ces médicaments, donc qui appartiennent parfois à des clans, à des familles, donc voilà, on ne peut pas divulguer. Il y a encore des petits secrets comme ça à préserver. Alors dernièrement, tu nous avais parlé de certaines plantes pour soigner et guérir certaines maladies, notamment tu nous avais parlé de l'aloe vera ou encore du cocotier. Oui, l'aloe vera, qu'on ne présente plus, hein, aux multiples vertus. Et moi, je voudrais rajouter aujourd'hui, Chloé, à la liste, le niaouli, puisque, bon, le niaouli, ici, tout le monde connaît le niaouli. Hein. Je vais donner le nom scientifique, peut-être que là, c'est moins connu. Alors, c'est le Melaleuca viridiflora. Voilà. Bon, nous, on préfère niaouli, c'est plus simple. Alors, le niaouli, il est connu depuis des siècles, hein, pour ses vertus curatives et aussi relaxantes, puisque les habitants du Pacifique Sud et même les aborigènes d'Australie, eh bien, ils l'utilisaient
utilisé déjà dans leur médecine traditionnelle pour soigner aussi bien les branches que les voies urinaires et aussi pour activer la cicatrisation de la peau. D'accord, alors on utilise quelle partie de l'arbre? Les feuilles, l'écorce? Alors, on utilisera plutôt pour la partie, on va dire, médecine, les feuilles. D'accord. Alors, on obtient déjà, on peut en faire une essence, donc l'essence de niaouli, donc avec les feuilles. Donc là, il faut aller cueillir à la main, dans la montagne, tout simplement. Alors, pour obtenir 30 ml d'essence de niaouli, il faut réunir 20 kg de feuilles. Ah oui. Ensuite, l'essence, elle est obtenue tout simplement par distillation, donc de la vapeur d'eau avec les feuilles de niaouli. Ensuite, à savoir, hein, c'est important, elle ne contient aucun produit chimique, cette essence, aucune molécule de synthèse, ni autre constituant, c'est tout 100% naturel. Alors, comment est-ce qu'on utilise cette essence de niaouli? Alors, puisqu'on parle de massage, eh bien, déjà, pour se masser. Tu en as apporté aussi? Oui, tu as bien fait de me rappeler, Chloé, parce que j'ai failli oublier de vous présenter ce petit flacon. Donc, c'est de l'essence de niaouli qu'on peut trouver toutes les pharmacies, toutes les bonnes pharmacies. Et puis, c'est fait ici, local. Très bien. Donc, alors, les usages. En massage, eh bien, pour apaiser toutes les douleurs, aussi bien musculaires qu'articulaires. Alors, après une bonne marche, par exemple, on est un peu fatigué, ou alors on a fait du bricolage, on a été au champ, on est fatigué, eh bien, voilà, on peut se faire masser. Il suffit de mettre 10 gouttes d'huile essentielle. On mélange ça avec une cuillère à soupe d'huile, alors ça peut être de l'huile de tournesol ou même d'amande douce. Et ensuite, on se masse tout simplement, ou on se fait masser, c'est encore mieux. On se fait masser là où on a mal, quoi. D'accord. Ensuite, on peut l'utiliser aussi autrement, puisqu'on peut aussi l'utiliser en inhalation. Donc là aussi, il faut verser quelques gouttes, soit sur un mouchoir, ou alors tout simplement dans un bol d'eau très chaude. Et puis ensuite, on respire, voilà. Respire les vapeurs par le nez. Ça peut aussi être utilisé en diffusion, donc pour parfumer une pièce ou une chambre, par exemple. Alors là, on verse quelques gouttes aussi dans un bol d'eau. On le pose tout simplement sur une table ou dans un coin. L'air. Voilà, ça assainit l'air ambiant. Ensuite, on peut aussi prendre un bon bain relaxant pour se détendre, se purifier. Là aussi, il suffit de verser quelques gouttes dans un bain chaud et on se laisse aller. Voilà. D'accord. Alors, on précise quand même que l'huile essentielle n'est réservée qu'aux adultes. Donc, il faut éviter, bien sûr, le contour des yeux et les muqueuses. Et puis, l'huile peut aussi être utilisée en usage interne, donc chez l'adulte seulement toujours, avec donc l'avis, par contre, d'un aromathérapeute. Pardon. C'est bien de le signaler, Chloé. Et puis, toujours, pour continuer encore sur l'utilisation du niaouli, eh bien, il faut savoir qu'on peut, outre l'huile essentielle, si on n'en a pas sous la main, quand on a des pieds de niaouli près de chez soi, eh bien, on va en cueillir, on fait bouillir, on peut le boire tout simplement en tisane, en inhalation, pareil, ou même pour le bain. Voilà. D'accord, très bien. Alors, moi, si tu veux bien, pour revenir au massage, je te propose de monter du côté de Pouenimi à la rencontre d'Augustine, une masseuse. Donc, on va regarder le reportage. Tu me dis où tu as mal, Augustine. Ok, voilà. Elle a mal aux épaules, elle est fatiguée. Je la masse avec les coléus. C'est juste pour soulager la fatigue, pour la remettre en forme. Parce que le coléus, ça redonne de la vie. Par son nom kanak, on dit que c'est la vie. Coléus, c'est un nom en français, mais à la langue, on dit vamoulière. Alors, quand on se masse avec, il nous redonne de la vie, de la force pour faire le travail, pour avancer dans la vie, quoi. À chaque fois qu'on est fatigué, on prend le cœur, on met dans un verre, on met de l'eau dans un verre d'eau, puis après on boit. Et puis ça nous redonne de la force. Quand on marche au soleil, quand on travaille au soleil aussi,
On fait la même chose dans ces verres et puis on vine un peu sur la tête avant de boire. Et ça nous redonne le courage de travailler puis d'être en forme, en bonne santé. Je masse son cou là parce qu'elle a mal aux épaules. Mais ici, là, on voit que c'est un peu gonflé, là. C'est la fatigue. Voilà. Quand on travaille trop au soleil, ben, c'est ça. On a mal un peu partout, dans les jointures, à la tête. Ça peut soigner aussi la tête. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait soigner. Ça adoucit aussi le corps quand on est stressé, quand on est fatigué. Le Coléus, il est très efficace pour la fatigue, pour les douleurs. C'est nos vieux qui travaillent avec ça, là. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, ben, on avance avec. Tout le monde utilise le Coléus pour se soigner. Il y a d'autres médicaments qui accompagnent, mais c'est propre à chaque clan, à chaque famille. Alors on ne peut pas les dire en public parce que c'est propre à chaque clan, à chaque famille. Le Coléus, c'est commun pour tout le monde. C'est un médicament que tout le monde utilise. Juste avec un peu d'eau, puis c'est bon. Ça y est, le Coléus, il fait son travail dans le corps. Voilà, après, si on voit que c'est grave, ben, on les envoie chez le docteur. Après, le docteur, ben, il fait ses examens, puis... Mais déjà, les premiers... soins comme ça, là, ça soulage. Moi, quand je suis malade, je vais voir les sages-femmes ou des fois, je me masse toute seule avec le Coléus. Dans les tribus, il y a des femmes qui massent. Mais elles ne massent pas comme je fais. Moi, je masse avec le Coléus et je masse juste le corps. Mais elles massent le ventre, elles remettent bien les intestins, tout ça, là. Ce sont des femmes qui massent vraiment. C'est comme ça que je les appelle les sages-femmes, parce qu'elles soignent aussi les femmes enceintes. Voilà. Pour remettre bien le bébé quand il est de travers ou quand il est mal placé dans le ventre de la maman, ben, les sages-femmes, elles savent bien remettre les bébés en bonne position. Mais quand les gens ils sont vraiment mal, je passe d'abord le Coléus et après je masse avec de l'huile ou avec du savon. Le savon aussi, il est très efficace. Mais je passe toujours le Coléus parce que le Coléus, il a un rôle dans la santé dans notre corps. On doit se masser une fois, puis c'est bon. Ah, je me ferais bien masser moi aussi, peu importe, hein, avec du Coléus ou du Niaouli, je suis preneuse. Je vais peut-être te faire envier, mais bon, à la fin du reportage, j'ai profité d'un bon petit massage. Pour connaître ton sujet. Voilà, donc pour en finir toujours avec notre histoire de Niaouli, eh bien, il y a... Outre l'essence de Niaouli, eh bien, il y a d'autres produits qui sont dérivés, puisqu'il y a aussi du baume, bon, toujours pour le massage. Donc, soit on utilise l'essence de Niaouli, soit il y a du baume. Donc, voilà. Ou en huile, voilà, c'est présenté aussi sous forme d'huile de soin. Donc, voilà, toujours pour le massage. Et puis, il y a aussi même, maintenant, on fait du savon. On peut même trouver du savon au Niaouli. Et puis même du parfum d'intérieur. Donc, voilà, Niaouli, un arbre qui a beaucoup de vertus. Merci beaucoup, Anna, pour toutes ces infos. On te retrouve dès demain. Avec plaisir, Chloé. À demain. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve aussi dès demain. À demain, tout le monde.